bonsoir et merci de rester fidèle au programme de la télévision Futur Média, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, les populations de Ngongom sont très en colère contre les autorités municipales. Elles refusent l'accaparement de leurs terres. Ngongom, c'est dans le département de Bombay. Les manifestants se sont heurtés aux forces de l'ordre. Le pèlerinage marial de Poponguine se prépare activement à Thiès. Le programme a été décliné par Monseigneur André Gueye qui demande aux autorités étatiques de respecter les promesses électorales, de répondre aux préoccupations des Sénégalais et surtout de construire une paix durable. À suivre dans ce journal, un dossier consacré au tannage, ce métier ancestral qui constitue à conditionner des peaux destinées à la fabrication de plusieurs articles. Un métier qui ne fait pas vivre son homme. Nous irons à Linguère pour découvrir tout cela. Et puis dans l'actualité sportive, les JO Dakar 2026, ce sera dans 30 mois précisément. Le comité d'organisation affiche un optimisme sans égal, même si les travaux de certaines infrastructures n'ont pas encore démarré. Nous parlerons d'ailleurs de ces infrastructures et hébergements, mais aussi de l'inquiétude des fédérations qui parlent d'un retard d'exécution qui peut être préjudiciable à notre pays. Bonsoir à tous et bienvenue. Allons d'abord dans le département de Bombay à Ngongom. Là-bas, les populations des villages de Silan et environ refusent encore une fois de plus ce qu'elles appellent l'accaparement de leurs terres par les autorités municipales. Ces populations ont manifesté et elles ont été donc dispersées par un important dispositif de la gendarmerie. C'est un reportage de Babacar Diouf. De plus de 300 hectares au lotissement des terres des villages de Silan, Mbari et autres ne passera pas. Les 300 hectares qui donc ont englobé les villages de Silan, Mbari et environ. Ensuite, il a pris une autre décision qui concerne 91 hectares pour un soi-disant plan de lotissement. C'est ce que nous refusons vigoureusement, c'est ce que la population conteste avec la dernière énergie. Ces populations se sont dressées comme un seul homme contre ce qu'ils appellent le forcing du maire de Ngongom. Le secrétaire municipal, M. Ndiaou Gueye, se sont présentés devant la population et ont même brandi une arme. Donc, ils pouvaient donc avoir un drame, mais donc la population avait une maîtrise, raison pour laquelle il n'y a pas de drame. Mais il faut que les autorités se prononcent avant que l'irréparable ne se produise. Malgré les menaces et autres intimidations, les habitants de Silan et Mbari ne comptent pas. On ne cédera jamais, puisque céder c'est mourir. Quand on cède, c'est que donc nous allons mourir, puisque notre seule source de revenus c'est la terre. Si on nous prenne la terre, donc c'est notre mort. Ils invitent aussi le président Faye à procéder à l'audit du foncier dans la zone. Le foncier pose problème énormément à Ngongom, puisqu'on vient de parler des 300 hectares et des 91 hectares qui sont des nébuleuses. Donc il faut que l'État fait donc une audit pour savoir ce qui s'est réellement passé au niveau de Ngongom. Cette marche dispersée par un détachement de la gendarmerie a enregistré la présence d'une foule décidée à en découdre avec l'autorité municipale. Et nous allons au nord du Sénégal, à Bégaï, c'est dans la commune de Diamant. Là-bas, les villageois sont également dans la tourmente. Toutes les terres de cette localité ont été vendues à des promoteurs. Un phénomène qui risque de plonger tout le village dans la pauvreté et qui va freiner, bien entendu, l'agriculture et l'élevage. Seule ressource de ces habitants pour survivre. Dernièrement, le chef de village et le maire de Diamant ont attribué plusieurs hectares de terre à un promoteur jusque devant les maisons des habitants du village et les populations alertent. C'est un reportage de Ousseynou Diop et de Habib Sek. Les éleveurs de la commune de Diamant n'ont plus accès à la terre, une attitude que dénoncent les populations de Bégaï. À Bégaï, les populations n'ont plus de terre pour cultiver. Toutes les terres ont été vendues à des privés au détriment des habitants du village. C'est inadmissible. Le maire a tout vendu de concert avec notre chef de village. Ces populations très remontées mettent en garde les autorités locales
de cette localité, ces éleveurs et agriculteurs ont aussi invité les services de l'État en charge du foncier de prendre le dossier entre leurs mains. Nous sommes nés ici et nous avons nos familles à Begaï. Donc nous ne pouvons plus faire autre chose que de rester dans ce village. Aujourd'hui, des personnes riches veulent prendre nos terres. C'est ce qui nous fait très mal. Le président Diomaye Faye doit nous aider. Nous n'avons plus accès à nos terres. Mais aujourd'hui, nous sommes déterminés. Et nous n'accepterons jamais que des gens viennent ici pour prendre nos terres. Ces pères de famille vivent difficilement dans cette commune de Diama. Ils invitent les autorités gouvernementales à mettre fin au bradage du foncier dans cette commune. Et puis retour à Dakar, leur terrain emporté par la VDN 3. La coopérative des travailleurs de la Poste interpelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La coopérative d'habitat And Tabarakeur, regroupant donc les travailleurs de la Poste lourdement impactés par le projet de la construction de la voie de dégagement nord VDN 3, a tenu hier une assemblée générale sur son site situé au Lac Rose, et ces travailleurs ont livré aux nouvelles autorités étatiques un cri de détresse pour attirer leur attention sur les bouleversements qui ont été créés par ce projet. Saliou Ning est membre de la coopérative. Il est au micro de Abdou Diouf Diagne et de Bamba. Du projet de construction de la VDN, dont l'emprise traverse les deux sites de notre coopérative, 6 au Lac Rose, dans la commune de Tivaouane Peulh, Niag. Cette coopérative, constituée essentiellement de postiers, est une réponse à la problématique de l'accès à la propriété foncière et un outil de promotion du logement social pour les travailleurs de la Poste. Aujourd'hui, la Chatak a acquis 2 sites et attribué 550 parcelles aux travailleurs de la Poste. Avec le dernier tracé de la VDN, reçu des services de l'AGEROUTE, il est clairement établi que les 2 sites de la coopérative sont lourdement impactés. Des choix ont été faits sur d'autres sites avant le nôtre. Nous ignorons les véritables motifs et fondements de ce changement de tracé et doutons de leur objectivité. L'arrêt des chantiers en cours par les autorités administratives a brisé le rêve légitime de plus de 500 attributaires, dont des retraités. La volonté et le courage des travailleurs de la Poste de s'affranchir du coût exorbitant du loyer est ainsi compromis par le projet de la VDN 3. La Chatak interpelle le nouveau gouvernement et particulièrement les départements ministériels en charge du logement, des domaines et des routes à explorer les possibilités d'un contournement de nos sites à défaut de garantir une gestion collégiale de ce dossier en tenant compte des lourds désagréments des populations impactées. La Chatak lance un appel solennel à son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, à ne pas signer le décret de cessibilité relatif au projet de construction de la VDN sans examen approfondi de ce dossier et une réparation préalable des préjudices subis par les populations impactées. Et nous fermons ce chapitre foncier pour parler cette fois-ci environnement avec la plateforme des acteurs non étatiques travaillant sur l'environnement dénommée Planète, qui plaide pour l'adoption d'une loi sur le littoral en assemblée générale. Cette plateforme qui regroupe plus de 40 organisations estime qu'il est temps d'accentuer les politiques de protection de notre environnement, en particulier donc sur le littoral, vu les conséquences du changement climatique dans le monde. Cette plateforme veut renforcer sa contribution à la gouvernance durable inclusive sur le littoral. Babacar Silla est le coordonnateur de la plateforme Planète. Il est au micro d'Alassane Ba et d'Ahmadouba. Le défi principal, c'est de parvenir à avoir une société civile très au fait des enjeux environnementaux. Comme vous le savez, la problématique environnementale aujourd'hui reste un sujet d'actualité et toutes les associations qui sont ici présentes travaillent sur l'environnement. J'ai rappelé les différentes zones géographiques que nous couvrons aujourd'hui. D'abord, c'est la Petite Côte, c'est la zone de Saint-Louis, ce sont les îles du Saloum, c'est aussi la
Basse Casamance. Donc 4 zones géographiques et vous allez constater que ce sont tous des zones qui ont une façade maritime. Pourquoi? Parce que tout simplement notre thématique centrale aujourd'hui c'est la gouvernance du littoral. Et le défi fondamental auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est de parvenir à doter ce pays d'une loi sur le littoral. Parce que depuis 2009, l'État du Sénégal avait commencé ce processus, mais aujourd'hui on n'a pas encore une loi sur le littoral, c'est encore en instance comme on le dit. Nous en faisons un défi énorme et nous pensons que les nouvelles autorités auront en tout cas une bonne écoute par rapport au plaidoyer que nous allons formuler à leur rencontre. À Thiès, on prépare activement le pèlerinage marial de Popenguine. L'évêque de Thiès, Monseigneur Adrien Gueye, qui faisait face à la presse, a décliné le programme et il en a profité pour demander aux nouvelles autorités étatiques de respecter les promesses électorales, de répondre aux préoccupations des populations. Pour lui, le pays ne peut pas se construire sans paix durable. C'est pour cela qu'il exhorte les gouvernants à faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de crise meurtrière dans ce pays. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop. Le pèlerinage marial de Popenguine se prépare. Ce sera un moment fort de communion où tous les catholiques se sentent comme appartenant à une seule et même église ici au Sénégal, comme nous le confirme Monseigneur André Gueye, évêque du diocèse de Thiès. Aller en pèlerinage, c'est sortir de soi-même pour aller à la quête du spirituel, pour répondre à cet appel profond que chaque homme ressent au-dedans de lui-même et pour pour approfondir sa relation avec le divin, avec Dieu. Comme il y en a dans la religion chrétienne, dans les autres religions aussi, c'est véritablement cela le sens du pèlerinage. Monseigneur André Gueye a anticipé sur le thème du pèlerinage de cette année. Il en a profité pour exhorter les nouvelles autorités à prendre en compte les préoccupations des populations. Qui doivent sortir de l'état de promesse pour être un programme d'action visant à alléger la souffrance des populations, surtout face aux difficultés de la vie quotidienne. Cela, c'est une attente très forte des populations. Les jeunes ont porté leur choix sur le nouveau président. Il faut aussi que cela se traduise en retour par une prise en considération concrète des besoins des jeunes en termes d'emploi et en termes de formation. Selon Monseigneur André Gueye, rien ne peut se construire sans une paix durable. Donc il faut que les nouvelles autorités s'engagent à construire, à créer les conditions d'une paix véritable, une paix de cœur bien sûr, mais une paix, je dirais même institutionnelle. Le pèlerinage marial de Popenguine est prévu du 18 au 20 mai prochain. Des milliers de pèlerins sont attendus à Popenguine. Après Thiès, nous nous rendons à Louga. À l'approche de l'hivernage, des acteurs de développement rural plaident en faveur d'une mise en place rapide et efficace des semences et des intrants agricoles. Réunis donc, je le disais, à Louga pour la création d'une alliance nationale. Ces derniers ont souligné l'importance cruciale d'une distribution en quantité et en qualité pour une bonne préparation de la campagne agricole. Et puis, ces agriculteurs ont invité l'État du Sénégal à mettre en place des mécanismes efficaces pour que les ressources destinées à l'agriculture et au monde rural parviennent aux ayants droit de manière transparente et équitable. C'est un reportage de Tchernofal. Défendre les intérêts des cultivateurs et promouvoir le développement rural, les acteurs clés se sont réunis à Louga pour former une alliance pour le développement rural. À l'issue de cette rencontre, leur premier plaidoyer est en faveur de la mise en place des semences et intrants essentiels pour assurer une bonne campagne agricole. Nous demandons à l'État de prendre dès maintenant toutes les dispositions. Ce que nous demandons, ce n'est rien d'autre que des semences de qualité, des semences de quantité qui viennent à l'heure, des intrants aussi moins chers et des produits phytosanitaires pour protéger nos cultures. Ces acteurs ont également insisté sur l'importance de garantir que ces ressources parviennent effectivement aux mains des ayants droit de manière transparente et équitable. Il faut qu'au niveau national, qu'on puisse s'organiser de l'enveloppe destinée aux semences, qu'on le donne uniquement aux paysans. Donc ça c'est notre préoccupation.
En rassemblant les forces vives du développement rural à travers le pays, l'Alliance nationale pour le développement rural se positionne comme un défenseur de l'équité des politiques publiques en matière de développement rural. Faire un plaidoyer sur ce qui manque dans le monde rural, mais alerter là où le monde rural est un peu blessé. Dans le domaine de la santé, où nous avons énormément de problèmes, et donc dans le domaine de l'électrification rurale, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau, qui sont en tout cas les priorités, pour pouvoir faire des programmes, de vrais programmes et de vrais projets qui vont régler définitivement ces problèmes. Sur les 14 régions du Sénégal, 9 sont déjà membres de cette alliance nationale qui a tenu sa première assemblée générale dans la capitale du Ndiambour pour la création de son bureau. Merci Tchernofal pour ce reportage. Et puis la relance de la production horticole. Les sociétés d'intensification de la production agricole SIPA face à leur destin. Initié dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, de la lutte contre le chômage, ces périmètres qui créent donc des emplois directs butent sur de nombreuses difficultés. Cherté du coût de production. Il y a également des impayés de la part des opérateurs du marché. Plusieurs périmètres sont simplement abandonné. La première sortie du nouveau ministre de l'Agriculture, donc qui fait renaître l'espoir des jeunes paysans de la région de Matam qui compte 45 périmètres. C'est un reportage de Ali Bandel-Niang. La première sortie du tout nouveau ministre de l'Agriculture fait renaître l'espoir des jeunes producteurs de la région de Matam. 45 périmètres de 30 hectares aménagés et équipés de systèmes d'irrigation modernes, mais malheureusement face à de nombreuses contraintes. Communément appelé SIPA, Société d'intensification des productions agricoles, chaque périmètre devait employer 150 jeunes de Matam. Si le ministre et son équipe arrivent à compléter la chaîne, nous pouvons faire la production. Reste maintenant l'autre chaîne, la chaîne de valeur, telle que la transformation, la commercialisation et la logistique. Les jeunes qui tentent de partir là, si on mettait à leur disposition, si on mettait en place des SIPA de commercialisation, de transformation, qui gèrent la logistique. Parce que on sait que les SIPA ont besoin des travaux de préparation de sol. Si on arrivait à avoir des jeunes qui sont sortis des universités, qui sont là, des ISEP, qui s'occupent de la mécanisation. Si on arrivait à regrouper ces jeunes-là et qu'ils aient un financement pour pouvoir faire des commandes au niveau des SIPA, pour expérimenter plusieurs produits que le Sénégal aujourd'hui importe. La pomme de terre, il y a les melons, il y a les pastèques, le maïs, c'est une longue chaîne. Toute la production horticole, les SIPA peuvent le produire. Les SIPA peuvent produire 12 mois sur 12, 24 heures sur 24, 12 mois sur 12. Toujours, il y a une production. Initié par le Prodam dans le cadre de la lutte contre le chômage, ces jeunes producteurs subissent malheureusement le diktat des opérateurs de marché, traînant des impayés, des millions de francs CFA qui ont fini de perturber les rythmes de production. Le premier facteur, ce sont les chertés des factures d'électricité. Comme vous voyez, toutes les SIPA qui ont continué à marcher ont des centrales solaires. Il y a aussi le problème des opérateurs de marché qui ont pris notre production et nous sommes en conflit avec eux au niveau du tribunal sur un montant de plus de 100 millions qu'ils doivent au SIPA. Il y a certaines SIPA, c'est ce qui les a bloqués. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Bon, à chaque fois gagner les procès, mais à chaque fois c'est des appels à la plus finie. Et ce qui les a permis de ne pas pouvoir payer le crédit qui avait été pris à la banque. Selon le format initial des SIPA du Prodam, 6750 jeunes devaient bénéficier de ces activités agricoles. Seulement, en arrivant à la tête du département de l'agriculture, les jeunes de Matam comptent beaucoup sur le nouveau ministre pour enfin se lancer dans la production en toute saison. Et comme annoncé dans les titres de ce journal, aujourd'hui, notre équipe à Linguère est allée à la rencontre des femmes qui s'activent donc dans l'activité de tannage, un métier qu'elles ont hérité de leurs ancêtres. Elles produisent donc quotidiennement des centaines de pots destinés donc à la fabrication de plusieurs articles. Mais le métier ne nourrit pas son homme. Les clients se font désirer. Elles ne disposent pas de financement pour l'achat de matériel et des produits destinés à la fabrication de cuir et de peau. L'immersion dans cette activité pratiquée par la communauté maure du Jolof, c'est un reportage de Momodou Moustapha Ndiaye. Plusieurs siècles,
La communauté maure implantée au Djolof entretient une relation étroite avec l'activité de tannage. Les femmes de cette communauté, héritières d'un savoir-faire ancestral, transmis par leurs aïeuls, se consacrent avec ardeur à la transformation des cuirs et peaux. Ma grand-mère m'a hérité le métier de sa mère. Nous étions très jeunes. Je mettais de l'eau dans les anciens pots de tomates. Je l'accompagnais à la tannerie. C'est un héritage. Moi aussi, j'accompagnais ma grand-mère. J'étais très jeune. C'est elle qui m'a légué ce beau métier. Du trempage au palissonnage, en passant par diverses étapes intermédiaires, le processus de transformation des peaux requiert une grande rigueur afin d'obtenir une cire molle. Après le trempage, nous lavons les peaux avec de l'eau de javel. Après, nous mettons du son de sable sur les peaux. Nous faisons ce qu'on appelle le polissage. Nous mettons du nep-nep et du sel. Après 2 jours, nous faisons ce qu'on appelle le polisonnage. Le produit que nous avons est là devant vous. Vous le voyez bien. Dans la tannerie, une centaine de peaux sont exposées par ces femmes qui doivent cependant faire face à des difficultés de commercialisation et d'accès à des peaux de qualité. Le travail ne marche pas très bien. Nous achetons les peaux à 500 francs ou à 400 francs, parfois même à 300 francs CFA. Nous peinons à acheter les peaux de qualité. Elles sont achetées par des opérateurs qui viennent d'autres localités du pays. Nous produisons une importante quantité. Nous voulons des partenaires qui viendront acheter nos produits. Nous vendons par compte-gouttes. Les peaux sont exposées au foirail. Les peaux simples sont prisées dans cette zone. Au fil du temps, le tannage a connu une évolution significative. Les peaux déjà teintées permettent la fabrication d'une grande variété d'articles. L'activité de tannage a connu une évolution. Nos mamans n'utilisaient pas de l'eau de javel. Il y avait de l'odeur qui dérangeait les passants, mais nous avons modernisé l'activité. Avec ces peaux, les artisans fabriquent plusieurs articles comme des ceintures, des sacs, des gilets, des chaussures. Les peaux sont teintées. Malgré leur maîtrise des techniques du métier, ces femmes peinent aujourd'hui à vivre de leur activité en raison du manque de financement et de clients. Elles en appellent au nouveau régime pour les aider à gagner en autonomie. Les jeunes ont emprunté les pirogues, même les jeunes filles, parce que certains sont en Europe, d'autres sont morts dans la mer. Si on avait des financements ou bien des usines et d'autres outils de travail, pour moi, les jeunes allaient rester. Donc, il faut qu'on ait des partenaires pour pouvoir vendre nos produits. Dans le département de Linguère, les femmes qui exercent le métier de tanneuse se donnent corps et âme pour transformer les peaux. Et ce, malgré les difficultés rencontrées pour se procurer le liquide précieux nécessaire à leur activité. Merci beaucoup Mamadou Moustapha Ndiaye pour ce reportage sur les images de Sidi Thiam. Pour minimiser les risques dans les opérations humanitaires en zone de conflit, d'anciens militaires et des professionnels d'agences humanitaires ont mis en place une initiative dénommée ISA. Elles offrent un programme diversifié mettant l'accent sur les connaissances générales, les contextes humanitaires, les problématiques d'accès humanitaire, le management de la sécurité et l'exercice pratique de terrain. La formation complète dure 5 jours, dont 2 nuitées sur le terrain. Voyons tout cela avec Ibou Diouf. Dans un monde où les crises humanitaires sont de plus en plus fréquentes et complexes, il est essentiel que les travailleurs dans ce secteur soient bien préparés aux défis auxquels ils font face sur le terrain. ISA est une initiative qui vise à assurer une formation complète et adéquate à ces professionnels. La sécurité, c'est primordial. Il n'y a pas d'opération sans sécurité parce que c'est la sécurité qui permet justement d'avoir les meilleurs comportements, d'avoir l'information et de mener en tout cas à bien son mandat en préservant son intégrité physique, en évitant des dommages sur le mandat et sur la personne. Il y a souvent des menaces en tout cas qui sont présentes comme dans le Sahel, vous le voyez, le terrorisme, et je donne l'exemple du Burkina Faso, du Mali, du Niger pour ce qui concerne le Sahel, qui fait des dégâts sur les populations et qui menace à la fois les humanitaires. Les travailleurs humanitaires sont souvent les premiers à répondre aux situations d'urgence
fournissant une aide vitale aux personnes les plus vulnérables. Il est important donc pour le personnel humanitaire de façon générale et toute personne qui opère sur le terrain, même les personnels des multinationales, d'être au courant, d'avoir appris et d'être préparé en tout cas à avoir les bons réflexes pour éviter d'être confronté à des risques élevés. Le risque zéro n'existe pas, et je le dis bien, et nous notre slogan c'est zéro mort, en tout cas zéro blessé, zéro décès sur le terrain de l'humanitaire. Et nous offrons nos services à toutes les agences humanitaires et tous les corps de métier qui sont susceptibles, en tout cas, d'être présents sur le terrain, y compris même les journalistes, les étudiants qui font le management, le droit humanitaire et consorts. L'initiative comprend également une dimension de formation continue permettant aux travailleurs humanitaires de mettre à jour leurs compétences et leurs connaissances. Alors l'objectif visé, d'abord la durée de la formation la plus longue, parce qu'on a plusieurs types de formation, c'est 5 jours, dont 2-3 jours, disons, en internat, bien sûr, et en salle, et puis 2 jours sur le terrain en bivouac. L'objectif, c'est justement de leur donner l'information qu'ils comprennent toutes les problématiques de l'humanitaire, n'est-ce pas, y compris le droit humanitaire, les problématiques d'accès humanitaire, et toute la complexité du management justement des personnes en détresse sur le terrain, hein, n'est-ce pas? Cette situation donc confrontée à la sécurité dans l'environnement. ISA, une initiative de formation des travailleurs humanitaires, est un pas décisif vers la préservation des vies humaines dans les situations d'urgence. Il est même prévu en 2025 l'organisation d'un forum international annuel sur la sécurité et l'accès sur le terrain humanitaire. Un reportage de Ibou Diouf dans l'actualité sportive. Retenez le stade Alassane Djigo a vibré ce dimanche au rythme du classique sénégalais entre l'AS Pikine et l'AS Jaraaf, comptant pour la 21e journée de la Ligue 2. Victoire des Médinois par 1-0, un match décisif donc pour les deux équipes qui sont dans le haut du tableau. À l'aller, les Syndicat Boys avaient remporté 1 point au stade Iba Mar Diop. Et toujours dans l'actualité sportive, à 30 mois du début des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le comité d'organisation affiche son optimisme, même si les travaux de certaines infrastructures n'ont pas encore démarré. Ils annoncent que tout sera dans le dernier trimestre de l'année 2025 sur le plan de l'hébergement et des infrastructures sportives. Mais les fédérations sénégalaises évoquent plutôt un retard dans la préparation qui pourrait être préjudiciable alors que le comité national olympique du sport sénégalais a plein espoir. Suivons ce reportage de Cheikh Sadibou Diarra de Thierno Laurent Mendy. Tout au plus, le Sénégal sera sous les feux des projecteurs avec l'organisation de la 4e édition des Jeux Olympiques de la jeunesse. Du 30 octobre au 13 novembre 2026, 206 pays vont en découdre à Dakar, Diamniadio et Saly. Une première en Afrique sans grande appréhension pour le moment. Nous sommes confiants, nous continuons d'être confiants. Nous avons l'accompagnement, comme nous l'avons prouvé il y a quelques jours, de l'Agence française de développement, de tous les partenaires. Vous avez vu tout récemment tout ce qu'on a eu à faire à travers ce qu'on appelle le brevet olympique, civique et sportif, dans les zones reculées. Concomitamment à cela, vous savez que chaque année, nous organisons le festival Dakar en Jeux. Et nous avons retenu, avec l'ensemble des maires qui étaient présents à nos réunions, de mettre en place ce qu'on appelait la coalition des élus, des collectivités territoriales, qui vont permettre d'accompagner la mobilisation dans leur territoire. Dakar 2026, c'est pas moins de 4000 athlètes et des délégations attendues, ce qui va nécessiter certaines dispositions pour l'hébergement et les déplacements. Nous allons beaucoup nous baser sur les systèmes de transport de masse dont le Sénégal est doté aujourd'hui, notamment le TR et le BRT. Mais au-delà, tout le projet de restructuration du système de transport va également être articulé avec ce rendez-vous important. Et tout ça est en train d'être travaillé de très très près avec la Géroute et avec le CETUD. Le dispositif d'hébergement également, il y a 2 volets. L'hébergement des athlètes, nous avons fait le choix d'utiliser l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc au niveau de Diamniadio, les athlètes ils seront logés. Mais au-delà du village olympique, nous avons depuis 2 ans maintenant fait tout un recensement de l'ensemble des hôtels qui existent à Dakar et de l'ensemble des projets d'hôteliers qui sont en cours de construction. Et nous sommes confortables sur les capacités du Sénégal à héberger nos hôtes dans les meilleures conditions. Les Jeux olympiques de la jeunesse réservés aux athlètes
âgés entre 15 et 18 ans, un événement mondial aux 35 sports et 244 épreuves. Pas de trop au niveau des infrastructures sportives. Je prends l'exemple du centre des expos qui va accueillir un certain nombre de sports, mais au-delà donc des sites conventionnels, nous allons utiliser beaucoup d'infrastructures existantes. À Diamniadio, nous allons utiliser le site d'équitation, nous allons utiliser bien sûr les infrastructures sportives existantes, notamment le stade Abdoulaye Wade et Arena. À Dakar, nous allons utiliser les deux seuls sites que nous réhabilitons dans le cadre des JOJ, à savoir la piscine olympique et le stade Iba Mar Diop. À Saly, nous allons installer un certain nombre d'infrastructures temporaires au niveau de la plage de Saly pour tout ce qui est sport d'eau, et nous utiliserons le golfe de Saly. Les JOJ ont été une opportunité et c'est pour ça que nous avons sélectionné un certain nombre de communes pour y donc ériger des infrastructures sportives. Nous en réaliserons une dizaine dans différentes disciplines sportives. Pour le Sénégal, Dakar 2026, c'est gagner aussi le pari de la participation. Il y a tout un plan de préparation qui est fait en souterrain par les fédérations. Aujourd'hui, ils ont fini la détection, ils ont fait le profilage. Ils sont dans la formation et dans la préparation permanente pour que lorsqu'en 2025-2026, justement quand on lancera les qualificatifs, pour que le Sénégal, dans beaucoup de sports, dans beaucoup de disciplines, soit en tout cas prêt. Et très prochainement d'ailleurs, nous avons envisagé une rencontre avec Madame la ministre et l'ensemble de ses équipes pour, avec les fédérations, lui remettre le programme de préparation. Ce n'est pas en retard du tout. Un optimisme pas très partagé, plus particulièrement par la Fédération sénégalaise d'athlétisme, qui ne croit pas au miracle permanent. On ne prépare pas des Jeux olympiques en 2 ans. Ça, c'est impossible. On ne peut pas avoir de bons résultats en 2 ans. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il nous reste moins de 2 ans et on n'a reçu aucun financement pour ces préparations-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le cadre du sport. On ne manque pas de ressources humaines. Les athlètes sont là, les enfants sont là, ils ont envie de montrer leurs capacités, leurs possibilités. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les accompagner parce qu'aucune détection n'a été faite. À part cette détection-là que font les fédérations qui n'ont aucun moyen. Si ce n'est pas des médailles, le Sénégal aura d'autres retombées. De biens, de services qui vont être livrés par des entreprises sénégalaises, par des PME. Et ça, c'est un impact. Aussi, les Jeux sont une opportunité de métier. Nous avons lancé avec l'Union européenne une étude d'identification des potentiels métiers liés au sport. On a dénombré 210 opportunités en termes de filières de création d'entreprises. Je veux revenir sur un projet très important qui est le stade Iba Mar Diop. On a structuré les économies qui étaient autour. Les cordonniers avec la maison du cuir en termes d'héritage qui va leur être construit, un bel immeuble, une vitrine d'exposition, en arrière-plan des ateliers de production avec des équipements, matériel de découpe, matériel de couture qui vont leur permettre d'améliorer la productivité de leurs produits. Les femmes restauratrices qu'on a trouvées sur place, tout un plan de réinsertion sociale qu'on a et de reprise d'activité économique, y compris même les femmes pileuses. À 914 jours des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le temps semble à la fois long et court pour le Sénégal pour briller dans l'organisation et la participation. Et les 12 prochains mois nous donneront des indications. Merci beaucoup, cher Sadibou Diarra. C'est avec cet élément des JO 2026 que nous allons clore ce journal que j'ai eu l'honneur de vous avoir présenté. Merci à la rédaction et à la partie technique. Surtout, restez fidèles au programme de la télévision Futur Média. Bonne fin de soirée.